Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va se parler investissement immobilier. Je vais vous raconter tout le processus pour mon premier achat d'appartement seul. L'idée ici, c'est pas de me positionner comme étant un professionnel de l'immobilier, genre je vais pas te donner des conseils, tu devrais investir à tel endroit, mais de façon générale, genre si t'es dans un projet d'investissement immobilier, que ce soit pour y vivre, pour le louer ou quoi que ce soit, je vais te parler un peu des différentes étapes déjà qu'il faut avoir en tête et puis mes petits conseils par rapport à mon expérience de choses à ne pas oublier ou d'erreurs à pas faire. Sachant que ce sera pas une vidéo exhaustive encore une fois parce que je ne suis pas une pro et que j'oublie forcément des trucs, donc s'il vous plaît les gars, mettez vos conseils complémentaires, vos partages d'expérience etc. dans les commentaires. Je pense vraiment que ça peut en aider plus d'un ou plus d'une. Pour la petite histoire, moi j'ai acheté un appartement seul du coup, important de le préciser parce que c'est pas les mêmes démarches quand t'es seul ou à plusieurs, et je l'ai acheté en septembre 2024 et donc c'est un investissement locatif. J'ai acheté dans la ville de Cannes. J'ai acheté un appartement de 36 mètres carrés qui m'a coûté 145 000 €, donc le prix de vente de l'appartement. Un appartement à Cannes avec du coup une chambre, un 36 mètres carrés avec une chambre, enfin il y a 4 couchages qui est d'ailleurs disponible sur Airbnb si jamais ça vous intéresse, je vous mets l'annonce dans la description. Je vous ai montré aussi comment je l'avais meublé parce que ça a été un peu le parcours du combattant là-dessus. Mais voilà, bref, je vous raconte dans le détail de l'avant-projet à pendant la recherche, le prêt, toutes les étapes, vous saurez tout. Première chose, c'est pour moi la partie amont, c'est genre phase de réflexion, pourquoi tu veux acheter ? Et dans quel cadre, comment, enfin vraiment genre structurer ton projet. C'est un point qui est hyper essentiel, déjà parce que ça va t'éviter de perdre du temps sur la suite de ton processus et parce qu'il faut que tu comprennes que ton projet doit être réaliste, réalisable, et ça tu vas le voir dès le départ quand tu vas te poser ces questions-là pour savoir si tu peux y arriver ou pas. Le genre de questions que tu dois te poser, c'est est-ce que j'ai envie d'acheter pour y vivre ? Est-ce que j'ai envie d'acheter pour investir? T'es propriétaire à partir du moment où t'as fini de payer ton prêt, sauf si t'achètes cash, mais c'est une façon de mettre de l'argent de côté dans une solution qui est plutôt pérenne. T'as plusieurs solutions pour investir, t'as pas que l'investissement immobilier, tu peux investir en bourse, c'est plus tellement, je pense, trendy, tu peux investir dans des produits financiers, c'est de plus en plus accessible, les ETF, tu peux aller à la banque et demander à placer ton argent, enfin il y a plein de solutions, mais l'investissement immobilier en fait partie aussi. Moi je trouve que c'est un investissement qui est relativement sûr par rapport justement aux autres types d'investissements financiers qui peuvent exister. Est-ce que j'ai envie, est-ce que je peux acheter seul? Si c'est un investissement locatif, est-ce que j'ai envie d'une location longue durée? Est-ce que j'ai envie plutôt d'une location saisonnière et d'un truc un peu flexible où moi je vais pouvoir aller passer du temps là-bas? Petit aparté sur l'aspect investissement locatif et location, vous avez différents types de location longue durée ou location courte durée Airbnb, avec des avantages et des inconvénients pour chacune. Pour la location longue durée, l'avantage c'est que c'est moins contraignant en termes de temps parce que a priori une fois que t'as ton contrat, tu vas pas le changer tous les mois. La seule chose qu'il faut que tu vois, c'est vérifier les loyers sur la zone dans laquelle tu veux acheter ton appartement et puis savoir si c'est toi qui vas le gérer. Quand tu le gères, t'as les quittances de loyer à faire, l'état des lieux, etc. Ou si c'est une agence et puis aussi trouver ton locataire, ou si c'est une agence qui va le gérer. Donc il y a ces choses-là à prendre en compte. Si tu veux faire du Airbnb ou des locations saisonnières courte durée, un truc important à prendre en compte, c'est est-ce que tu as le droit de le faire. Et selon les régions, tu n'es pas autorisé à le faire partout. De plus en plus de villes ferment les autorisations Airbnb pour plein de raisons qui sont hyper valables, parce que les gens ont besoin de pouvoir se loger sur le long terme. Donc il y a plein de villes qui interdisent les meublés touristiques, ils appellent ça comme ça, donc bien se renseigner en amont pour pas se retrouver une fois que t'as acheté ton appart et que tout ton business plan repose sur ça et dire ah bah merde super, donc important de l'anticiper. Et puis anticiper aussi toute la partie gestion, ça demande pas du tout les mêmes efforts de louer en longue durée que le louer sur du courte durée. Typiquement moi du coup il est en Airbnb depuis le mois d'octobre et donc on le loue, donc il faut pouvoir gérer Airbnb, donc soit tu le fais toi de ton côté, nous c'est ce qu'on fait. Moi je gère avec mon mec l'application, enfin les demandes, toutes les questions etc. Et puis le calendrier, enfin bref tout. Et puis ma belle-mère qui est sur place gère le reste, les entrées, les sorties, enfin on a une key box et tout ça, mais c'est elle qui est sur place s'il y a un sujet, s'il faut remplacer une ampoule, si machin. Du coup, ça reste entre nous, mais vous pouvez aussi faire appel à une conciergerie qui s'occupe de tout. Les réservations, les messages, le ménage, les problèmes, etc. Mais ça demande de leur donner 20 ou 30% du prix. Bref, donc tout ça est à anticiper aussi, parce que c'est une logistique, c'est une organisation, donc faut bien l'avoir en tête. Quand tu veux décider d'acheter pour y vivre, selon la région, tu vas y réfléchir à deux fois. Typiquement, pour prendre l'exemple de Paris, si tu veux vivre sur Paris, déjà les locations sont très chères, mais alors les achats encore plus. Un 50 mètres carrés que tu payes 1700 € dans Paris, à la location, ben, à l'achat, le remboursement de ton prêt sera au moins 2 ou 3 fois plus élevé. Donc selon les régions, il y a ces questions-là à se poser. Après, est-ce que j'ai envie d'investir dans du neuf? Est-ce que je suis prête à faire des travaux? Est-ce que j'ai envie de faire des travaux? Bref, toutes ces questions-là à se poser en amont. Une fois que tout ça c'est à peu près au clair selon ton besoin
besoins, selon ton projet de vie aussi, parce que c'est une décision pour moi qui vient s'intégrer dans un dans un projet de vie, dans un truc un peu plus global, à une vision. C'est une vision que tu dois avoir quand même un peu long terme, c'est pas trop un truc d'impulsion où tu dis tiens je vais mettre 100 balles sur des ETF. Non, en général c'est des montants un peu plus élevés quand même. Donc ça se discute, ça se questionne et ça s'anticipe pour pas faire de conneries. Moi je raisonne pour tout dans la vie de façon entonnoir. Tu vas toujours de la réflexion la plus large à la plus affine et la plus granulaire possible. Donc une fois que tu t'es posé toutes les grandes questions de globalement qu'est-ce que j'ai envie de faire, là tu rentres dans le détail. Où est-ce que j'ai envie d'acheter? Qu'est-ce que j'ai envie d'acheter? Combien de pièces? Et puis tu commences à rentrer dans les critères. Où est-ce que je veux que ce soit dans un emplacement spécifique, dans une région spécifique, dans une rue spécifique peut-être? Est-ce que je veux que l'appartement, j'ai un critère de mètres carrés, j'ai un critère de nombre de chambres, est-ce que j'ai un critère de travaux, pas travaux? Est-ce que bref, toutes ces choses-là ensuite qui vont rentrer un peu dans le détail. Et puis évidemment le prix qui pour moi est un peu le truc de base aussi. À combien tu peux évaluer ta capacité d'investissement? C'est-à-dire que soit tu sais déjà que t'as mis des sous de côté ou tu fais partie d'une catégorie de population qui a potentiellement déjà des biens immobiliers dans sa famille qui lui ont été légués, bref tu disposes d'un héritage ou en tout cas tu disposes d'un fonds de roulement déjà assez élevé et auquel cas t'as pas besoin de te poser la question du prêt immobilier et franchement tant mieux, mais il faut quand même que tu te poses la question de quelle somme de mon épargne je suis prêt à mettre dans mon appartement. Si tu ne fais pas partie de cette première partie de la population, bien désolé, mais tu fais partie de la majorité, c'est aussi mon cas, qui doit se poser la question de ok, quelle va être ma capacité d'emprunt. C'est une approche en général qui sera différente selon qu'il s'agisse d'une volonté d'acheter une résidence principale pour y vivre ou alors d'acheter un investissement locatif. Pour vous donner un exemple très concret, moi j'étais partie du principe où je me suis dit je fais mes calculs avec ce que je paye aujourd'hui en termes de loyer, en termes de charges, en termes d'épargne, en termes de vie courante, de kiff, etc. Et puis je vois ce qui me reste et ce que je suis prête à mettre. C'est-à-dire que si je ne les rembourse pas, si je dois les sortir de ma poche, il faut pas que ça me porte préjudice. Moi c'est comme ça que j'ai raisonné et je vous recommande de raisonner de la même façon si vous êtes dans la démarche d'un investissement locatif, en vous disant mon objectif c'est de pouvoir idéalement me faire de bénéfices assez rapidement ou à minima amortir ce prêt sans avoir à débourser un centime et pour in fine, une fois que j'aurai fini de payer mon prêt, ne pas avoir déboursé un seul euro, que mon bien est pris en valeur parce que j'ai choisi une localisation un peu stratégique, etc. et que je puisse le revendre pour m'acheter quelque chose à moi de plus grand, de plus... Bref, ça c'est moi la réflexion que j'ai eue que je vous détaillerai après, mais voilà, toutes ces questions à se poser. Et donc moi sur la capacité, enfin sur l'aspect financier, ma réflexion elle est venue de là. Je sais qu'elle aurait été différente si je m'étais dit bah tiens je veux que ce soit ma résidence principale, déjà j'aurais dû faire des sacrifices sur le lieu, le pourquoi du comment, j'aurais certainement aussi peut-être pas acheté seule, bref, il y aurait eu plus de facteurs à prendre en compte. Là dans le cas d'un investissement, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit un truc complètement débile, à savoir oh avant 30 ans j'aimerais trop être propriétaire. Ok, fine. Ça c'est plus pour me donner des lignes directrices dans ma vie, sinon je pars dans tous les sens. Sauf que je suis la meuf la plus instable possible, que j'ai absolument aucune idée de là où j'ai envie de vivre dans ma vie, donc j'étais pas prête à investir dans une résidence principale parce que aussi notre situation nous le permet pas. On est dans une situation un peu instable à plein de niveaux et que c'était pas l'objectif. En revanche, je savais que j'avais envie de me dire bah j'ai une roue de secours et psychologiquement pour moi c'est aussi important quand je vois les gens qui m'entourent, notamment nos mamans, etc. de me dire bah j'aimerais pouvoir me dire que j'investis dans quelque chose soit pour gagner de l'argent sur le court terme, soit pour un jour pouvoir l'utiliser pour moi si je me retrouve en galère. Pour moi et pour mon fils et pour mon mec évidemment, si jamais je me retrouve en galère. Il y avait ces deux critères-là, je me disais oui c'est un investissement locatif, c'est-à-dire que potentiellement j'y mettrai jamais les pieds, mais j'ai envie et j'avais besoin, ce besoin de sécurité, moi, dans mon esprit, de me dire s'il m'arrive une merde, si j'ai plus de travail, si je diminue mon confort de vie, mon cadre de vie, ou bref, peu importe quoi, je veux pouvoir me dire que j'ai une roue de secours et cet appartement, ce sera le cas. C'est important de l'avoir en tête parce que du coup, dans mes critères de recherche, au-delà de l'aspect, bon bah je vais chercher un emplacement qui me permet d'être un peu rentable sur ma location, sur mon aspect investissement locatif. J'avais aussi ce critère-là de me dire, je veux pouvoir m'y sentir un minimum bien et pouvoir m'y projeter un minimum. Voilà, ce qui n'est pas toujours le cas quand tu te dis vraiment juste j'achète un appart, peu importe où en France, je veux juste que ce soit rentable ou qu'il y ait un rendement quelconque. Pour la partie critères, etc., j'ai pris des expériences de proches autour de moi
sur différentes zones géographiques. J'ai des gens qui ont investi en Île-de-France, d'autres qui ont investi dans le sud de la France, plutôt dans la région du coup de Cannes, d'autres qui ont investi plutôt vers Montpellier, mes parents avaient investi bref dans une autre région, donc j'avais quelques retours d'expérience. Il se trouve que ma belle-mère vit à Cannes, donc pour plusieurs raisons, je me suis dit écoute, Cannes ça me semble être un lieu un peu stratégique. Sur la saison tu peux te faire pas mal de sous et où tu peux avoir un beau taux de remplissage, on y va de temps en temps, donc je me suis dit moi ça me permet aussi d'y mettre les pieds quand j'ai envie d'y mettre les pieds. C'est une région que j'adore, c'est pas la ville que j'adore, vraiment c'est l'une des villes que j'aime le moins je dirais dans toute la région, mais malgré tout c'est une très belle région, bref, donc ça peut fitter un peu avec tous les critères que j'avais. Et puis, il y a un potentiel de demande je dirais, avril à septembre particulièrement, mais un peu tout au long de l'année parce qu'il y a le palais à Cannes et qu'il y a pas mal de congrès professionnels, etc. Donc je sais que ça allait pouvoir s'amortir là-dessus. Je me suis sinon aussi renseignée sur la location longue durée en me disant que de toute façon, je pouvais aussi le mettre en longue durée et qu'il y aurait aussi, il y a toujours de la demande là-bas puisqu'il y a un aspect malgré tout touristique et des gens qui ont besoin d'y bosser et donc d'y vivre. Une fois que j'avais tout ça en tête, je me suis dit ok, je vais aller regarder combien coûte un logement là-bas. Moi j'ai fait mes petits calculs, voilà quel est mon loyer, voilà ce que je vous disais, mon épargne, les coûts que j'ai, les charges fixes, les charges variables, ce que j'ai envie d'avoir de côté, et voilà la somme que je peux mettre sans que ça me mette en péril par rapport aux coûts que j'ai déjà. Et c'était plus ou moins 700-800 € en me disant si je mets cette somme-là dans un prêt, même si l'idée c'est quand même qu'il soit remboursé tout seul et que j'ai pas à le sortir de ma poche, mon postulat de base c'était si je dois le sortir pendant quelques temps, je me mets pas en péril moi et ma famille. Donc voilà, donc je suis partie là-dessus, j'avais ces critères et du coup je pouvais enclencher la suite du processus. Ensuite pour moi à ce moment-là il y a deux étapes qui viennent un peu en simultané. Il y a l'étape rechercher son bien et l'étape rechercher un financement. Je pense que l'erreur, c'est de trouver le bien avant d'avoir trouvé le financement. Même si pour valider une offre de prêt ou quoi que ce soit, il faut que tu aies validé ta promesse d'achat ou enfin ton offre d'achat, je pense que c'est utopique de se dire que tiens, tu vas faire des visites et tu vas faire des offres, etc. à tout va, sans avoir commencé à penser au financement. Je te recommande vivement de faire les deux en même temps, sachant qu'il faut que tu sois un minimum renseigné sur le marché, sur ta situation, sur le marché, sur ce que tu as envie d'avoir, mais ça a priori dans la première partie, tu auras commencé à enclencher un petit peu ces étapes, mais il faut que tu commences à demander à ta banque, que tu parles de ton projet, que tu montes ton dossier, que tu récupères tous les trucs dont tu auras besoin, tes fiches de paye, les trucs d'impôts, les blibli, les blabla, que tu montes ton dossier, que tu l'envoies à ta banque et surtout que tu l'envoies à toutes les banques possibles et inimaginables, tous les contacts que tu as, les banques de tes potes, les machins, tu lances les demandes à tout le monde. Pour savoir quelle est la banque déjà qui acceptera ton offre de prêt, parce que selon les dossiers ça passe plus ou moins, encore une fois je vous parle après moi de mon expérience. Ça te permettra d'aller aussi plus vite dans ton dossier parce que imaginons, je sais pas, tu recherches dans une région qui est hyper demandée, les apparts peuvent partir vraiment genre 24 heures, même à l'achat ça peut partir, le moment de mise au marché et le moment où tu fais une offre et où tu valides la promesse ça peut aller très très vite, donc si vraiment tu fais partie de ces cas-là par exemple, vaut mieux que tu aies déjà vérifié auprès de ta banque si tu peux, et s'ils accepteraient de ta banque ou d'une autre d'ailleurs ton offre pour pouvoir entamer tout ce qui doit l'être très rapidement par la suite. Pour la partie recherche pure du bien, comme je vous disais, il faut aller un peu dans la granularité. Tu te mets précisément quels sont tes critères. Il faut que tu te construises un projet, encore une fois, qui soit réaliste, réalisable et concret, surtout concret. Moi, typiquement, sur Cannes, je me suis dit, voilà, j'ai à peu près 800 € de budget, j'ai fait des petites estimations en ligne, tu peux faire des estimations de prêt en ligne en 3 clics pour voir, je sais pas, sur 20 ans, sur 25 ans, combien je pouvais emprunter. Et par rapport à ce budget-là, je me suis dit, je vais regarder combien coûtent les biens. J'étais partie sur du 150 000 € pour 20 ans ou un peu plus sur 25 ans. D'abord, j'ai regardé dans la région ce que je pouvais avoir pour cette somme. Sachant que moi j'avais en tête du coup déjà une location plutôt saisonnière type Airbnb ou même location longue durée. Pour moi c'était important de me dire qu'il fallait à minima une chambre, encore une fois aussi dans l'optique de me dire qu'un jour je pourrais y vivre moi, donc à minima une chambre et puis un espace pas forcément grand mais où on puisse se projeter en étant plusieurs dedans sans forcément être très nombreux. Mais l'idéal étant pour moi d'avoir 4 couchages. Donc c'est ce que j'avais en tête. Donc à partir de là, de façon très claire, j'avais pas une surface prédéfinie, mais je voulais une chambre et moi j'avais surtout pas envie de faire de rénovation.
en tout cas de grosses rénovations, même si ça peut être un sujet. Typiquement quand je vous parle de la partie amont où tu te projettes sur quel est ton objectif, pourquoi tu veux acheter, pourquoi machin, ça peut être pour se faire de la plus-value très rapide en se disant je veux investir dans de l'IMO, j'ai du cash ou pas du cash, peut-être que je veux faire un prêt, j'ai repéré un appart, une maison, un truc à retaper, je sais que, je sais pas, je vais l'acheter 80 000 balles, je vais faire 20 000 balles de travaux, elle va prendre une valeur de folie et je vais la revendre direct après, et je vais me faire de la plus-value, je vais investir encore, bref, ça peut aussi être une stratégie, qui est une stratégie différente parce que tu passes un temps différent aussi, tu as une implication différente, et c'est un objectif différent. Mais ça peut en être un. Donc ça peut faire partie des choix que tu as. Moi, ça n'était pas mon choix c'était un peu choix de facilité, j'ai envie de pas trop me poser de questions, je vais investir dans un truc où ça peut vivre un peu tout seul. Si je dois faire 2-3 travaux, genre poser des plinthes, faire un peu de peinture, ok, mais je veux pas casser de mur, refaire le système électrique, le machin, ça j'en avais pas envie. La zone dans Cannes, donc je savais que je voulais Cannes, j'ai regardé Nice aussi par exemple, puis je me suis recentrée sur Cannes, et puis je voulais une zone un peu précise. Je connais un peu la ville, ça aussi ça peut être important de se dire si tu veux investir quelque part, vaut mieux être allé quand même 1 ou 2 fois, sinon tu peux vite te faire entuber soit par des agences, soit voilà, vaut mieux savoir à peu près quand même de quoi tu parles, notamment pour te projeter sur du locatif, savoir si les gens, ce sera plutôt pratique pour eux d'y avoir accès, s'ils ont un intérêt à être dans cette localité ou pas, enfin bref, toutes ces questions à se poser, il faut que tu te mettes dans l'esprit et dans la peau surtout de la personne à qui tu veux louer ton appart en fait, donc il faut que ça coche certains critères. Donc moi Cannes c'était une ville que je connaissais un petit peu, et j'avais ma belle-mère sur place, et bref on y passait un petit peu de temps, donc je voyais les zones où j'avais envie d'être. Sur Cannes c'est assez simple, vous avez la Croisette où vous avez tous les hôtels et où les apparts coûtent une tonne, et voilà, clairement vaut mieux pas investir là, et puis vous avez la gare, et derrière la gare, donc entre la Croisette et la gare vous avez genre 7 minutes de marche, et ensuite derrière la gare vous avez toute une zone qui est plutôt là à vocation pas forcément touristique, même pas du tout touristique, mais plutôt avec une vie de quartier, enfin une vie locale où les gens y vivent. C'est pas la jet set de Cannes, c'est les vrais gens quoi, enfin les vrais gens, on s'entend. Et où le quartier est en train d'évoluer, et les choses prennent de plus en plus de valeur parce que la ville prend de plus en plus de valeur, et voilà. Je me suis dit, ça me semble être une bonne idée d'investir là-bas, une zone où t'es à côté de la gare, donc ça hyper intéressant pour toutes les personnes que moi j'ai envie de capter sur de la location courte, mais aussi sur la location longue durée, parce que potentiellement des gens qui vont prendre le train pour aller à Nice ou pour aller bosser ailleurs, ou voilà. Donc toujours intéressant d'être près d'une gare, surtout quand elle est pas mal famée et que c'est plutôt propre autour, ce qui est le cas à Cannes. C'est un quartier qui est en train d'évoluer, qui je pense va prendre de la valeur, je l'espère en tout cas. Bref, pour plein de raisons, ça me semblait être une zone sympa, et puis c'est à 10 minutes à pied de la plage. Du coup, moi j'ai enclenché sur toutes les alertes possibles et inimaginables sur les applications immobilières. Se loger, Le Bon Coin, Bien Ici, bref, toutes les apps qui existent, j'avais mis mon alerte, le budget min, le budget max, sachant que dans le budget max, j'ai mis je pense 10 ou 15K de plus en me disant que je pouvais toujours négocier, que j'avais pas envie de passer à côté d'un truc de fou pour ça. Donc ça aussi, ça peut être un petit tips intéressant. Dès que je recevais des alertes, je regardais. Le truc qui était chouette pour moi, c'est du coup que j'avais quelqu'un sur place, et c'est un point important à prendre en compte dans vos recherches si vous voulez investir dans une ville qui n'est pas la vôtre, ou même dans votre ville, faut que vous soyez dispo pour les visites. Si c'est dans votre ville parce que c'est un investissement résidence principale, tant mieux, vous aurez plus de facilité à vous rendre dispo, mais sachez que c'est un peu la guerre, les recherches d'appart. Première arrivée, première offre, premier servi, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc si vraiment t'es dans une recherche active, vaut mieux te libérer du temps pour ça. Si en plus tu cherches dans une ville qui n'est pas la tienne, soit tu te dis que tu y vas pendant 1 semaine, 2 semaines, si tu peux faire du télétravail, je ne sais pas quoi, et que tu maximises les visites sur place en bossant avec plusieurs agences IMO qui te préparent des petits tours, etc. Soit t'as quelqu'un sur place, et ça c'est l'idéal, pour pouvoir visiter à ta place. Et ça a été mon cas. J'ai acheté un appartement que je n'avais même pas visité. Et franchement, je regrette absolument pas, parce que c'était une très bonne affaire, 2, il correspondait à tous les critères que j'avais, il cochait toutes les cases, et 3, ça m'a fait économiser du temps et de l'énergie. Mais c'est quand même assez surprenant au vu du coût de l'appart d'avoir fait ce move, mais en vrai j'avais confiance en la personne qui le faisait à ma place aussi, tu vois. Donc important de se renseigner sur le marché local pendant que tu fais tes recherches. Quand tu vas visiter, il y a toujours le délire de je vais visiter une première fois, fais des photos, des vidéos, pose toutes les questions que tu veux. Je pense que c'est important d'avoir une liste de questions que tu poseras à tout le monde sur le diagnostic électrique, les trucs de copropriété, le coût des charges, est-ce qu'il y a des travaux à prévoir qui ont été signés, parce que c'est pas la même chose quand tu vas visiter un appart pour une location et que potentiellement tu t'en fous parce que c'est la charge du propriétaire, ou quand tu vas l'acheter et que ce sera à ta charge. Donc toutes ces questions là, je pense que vous pouvez demander à ChatGPT de vous sortir une liste de questions à poser absolument pour les premières visites, pour éviter d'avoir des mauvaises surprises.
Puis ensuite, l'idéal, encore une fois, selon que tu aies des travaux ou pas de travaux, c'est de venir avec par exemple un entrepreneur, quelqu'un qui s'y connaisse vraiment, qui peut t'accompagner dans ce projet et te dire tiens, c'est bizarre, là je vois, je sais pas, une petite tache sur le mur, à mon avis ça veut dire qu'il y a un peu de moisissure, donc il y a de l'humidité, donc il y a un mauvais... Bref. Tu vois, ces questions-là, je pense qu'il vaut mieux s'entourer de personnes un peu professionnelles là-dedans. Enfin, de façon générale, il vaut mieux s'accompagner de personnes qui sont douées dans leur domaine parce qu'on ne peut pas être bon partout. Et surtout, quand tu achètes un appartement, tu t'en rendras compte, il y a tellement de trucs à prendre en compte, l'aspect légal, l'aspect financier, etc., que oui, tu trouves plein d'infos sur Internet. Le mieux, c'est quand même de prendre le conseil des gens qui s'y connaissent vraiment. Une fois que tu as visité plusieurs biens, il y en a un qui te plaît, il correspond à tous tes critères, tu t'y projettes, il coche toutes tes cases, peu importe les cases que tu as envie de faire une offre. Moi, je me pose la question, mais qu'est-ce que ça veut dire faire une offre? Genre, comment tu fais? Très simple, tu envoies un mail à l'agent ou au propriétaire directement en lui disant, bah voilà, j'ai visité le truc, je vous propose une offre à tant. C'est hyper simple, enfin, moi je cherchais des modèles, des trucs, oui tu peux trouver des modèles, mais tu peux aussi faire un mail très simple en proposant ton prix, le prix que tu souhaites acheter. Ils vont aussi te demander s'il y a un prêt ou pas de prêt, parce qu'il y a des conditions qui vont être intégrées à la promesse de vente en disant bah est-ce que c'est un achat avec apport 100% personnel ou est-ce que tu fais appel à la banque, parce qu'il peut y avoir des critères d'annulation de la promesse de vente par rapport à ça. Bref, une fois que tu as envoyé ton offre, elle est acceptée, elle est rechallengée ou elle est refusée, et puis en fonction tu avances jusqu'à ce que ta proposition soit acceptée. Moi du coup, pour vous parler de mon expérience, j'ai mis des alertes et puis assez vite, enfin j'étais pas sur un projet très abouti, je commençais à me dire que je voulais le faire. Et puis un appart qui nous saute aux yeux, je crois que c'est le seul, c'est le deuxième que ma belle-mère a visité du coup sur place. Je l'ai vu, je lui ai envoyé, je lui ai demandé si elle pouvait aller le voir. J'ai beaucoup de chance, elle a été d'une aide plus que précieuse pour ça. Elle est allée le voir, on s'est appelé, j'ai fait la visite avec elle en vidéo. Elle m'a donné son retour là-dessus. Moi, il cochait toutes les cases. Je crois qu'il était à 150 ou 152 000. C'était le budget que j'avais, mais je me suis dit je vais prendre un peu de mou, il n'y avait pas de travaux à faire, il y a juste le parquet c'est un parquet d'origine typiquement, donc je m'étais dit potentiellement faudrait le refaire, la cuisine était neuve, enfin bref, il était vraiment genre nickel, mais bon je me suis dit bon bah je vais quand même prendre un petit budget, notamment parce que dans mon budget je n'avais pas prévu les meubles etc, donc j'ai diminué un peu le truc et j'ai proposé une offre à 145 000 € qui a été acceptée assez rapidement. Donc là on pouvait enclencher le reste, sachant qu'en parallèle, comme je vous disais, j'avais entamé la partie financement assez tôt, parce que pour ne rien vous cacher, moi j'ai une situation particulière, alors qui est facilitée depuis un peu plus d'1 an et demi parce que j'ai pris un CDI, mais sinon je suis à mon compte depuis 5 ans maintenant. J'avais essayé d'acheter il y a 3 ans dans la même optique, je gagnais peut-être autant d'argent mais avec du coup un statut différent. Et ma banque avait été très honnête avec moi en me disant écoute c'est possible parce que tu peux justifier d'un peu d'historique etc, mais ça va être compliqué. C'était pas un projet urgent et moi j'avais pas envie j'étais pas prête à tout pour ça, donc je me suis dit écoute je verrai si ma situation évolue et qu'un jour elle est simplifiée, facilitée par le CDI, qui est vraiment le mot magique. Ça c'est un truc qui m'insupporte même si je comprends les garanties que ça apporte sur le très court terme, mais moi c'est un truc que vraiment ça m'insupporte, mais soit c'est comme ça, donc il faut s'y faire. Donc là j'avais un CDI plus mon activité, bref je justifiais d'un revenu qui permettait d'accéder à ce que moi j'avais projeté, donc c'était beaucoup plus simple. Mais si jamais vous êtes à votre compte, il faut justifier de 3 ans de bilan, enfin 3 ans d'historique, et ils vont prendre la moyenne des 3 ans. Donc important de l'avoir en tête. Et puis ce sera forcément moins simple que si vous étiez en CDI avec le même salaire mensuel. C'est important de l'avoir en tête. N'hésitez pas encore une fois à vous faire aider de courtiers par exemple qui peuvent vous accompagner là-dedans. L'objectif des courtiers c'est de trouver les meilleures affaires en termes de prêts avec les assurances les moins chères et les mieux, les taux d'intérêt, les taux d'emprunt les moins élevés, enfin bref tout ça. Moi pour le coup j'avais 2 banques, j'ai demandé à mes banques, j'ai une amie qui travaille dans la banque et j'ai un autre ami qui travaille dans la banque, donc bref j'ai lancé un peu des bouteilles à la mer partout et puis on m'a fait des retours sur ce qu'on pouvait m'offrir et il se trouve que la banque de mon ami faisait une offre, vraiment une vente privée de prêt avec un taux préférentiel et donc c'était le taux le moins cher, je sais même plus combien c'était, 1,3, je sais plus, mais c'était le moins cher, oui c'est ça, je crois que ma banque me proposait 1,89,
mon autre banque 1,70 et là c'était 1,33 ou quelque chose comme ça, donc autant vous dire que j'ai pas trop hésité, et la seule condition c'était de passer mon compte courant sur cette banque. Moi je m'en fous, j'ai pas d'enjeu à faire une banque ou l'autre. Je suis allée là où on m'a proposé le meilleur truc. J'ai fait l'offre, c'était avant l'été, elle a été acceptée. Ensuite, il faut trouver un notaire pour aller signer la promesse pour aller signer l'offre, enfin la promesse de vente. Donc c'est important d'avoir un notaire. Encore une fois, moi j'avais de la chance puisque mon mec connaissait une notaire à Cannes et donc on est passé par son cabinet et puis elle a été d'une aide plus que précieuse aussi pour m'aider à comprendre tous les papiers. Enfin ça a été monstrueux, donc même chose, n'hésitez pas à vous faire aider, à poser des questions au notaire, à creuser. Vous ne comprenez pas, c'est normal, c'est pas votre métier, donc n'ayez pas l'impression d'être bête. Vous posez les questions qu'il faut pour comprendre, c'est hyper important, c'est hyper engageant. Donc vraiment il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes questions, juste les questions qui vous viennent à l'esprit sont légitimes, donc posez vos questions. Là c'est l'occasion de la rencontre avec le propriétaire. Moi j'étais pas sur place, j'ai fait une procuration à ma belle-mère, moi j'étais là à distance, donc en visio, donc encore une fois ça a été possible surtout grâce à elle. Après je me serais déplacée mais c'est juste que ça a un coût, une charge, voilà, donc il faut juste le prévoir aussi. On signe ça et puis ensuite on a des clauses dans la promesse de vente qui impliquent que tu dois payer X montant je crois que c'était 3 mois, parce qu'en plus il y avait l'été, donc on s'était accordé sur ça pour que ça puisse se débloquer à la banque. Donc t'as 3 mois pour finaliser l'offre, et la seule condition je crois pour laquelle l'offre allait être rompue, c'était que si j'avais pas mon prêt, c'est pour ça que c'est important de spécifier comment tu finances. Et si j'avais mon prêt mais que c'est moi qui me rétractais au bout de 3 mois, je crois que t'as 14 jours ou 10 jours pour te rétracter, mais si tu te rétractes en dehors de ce délai là, tu dois une partie du montant. Je pense que c'est les frais de notaire ou quelque chose comme ça qui peuvent plus être remboursés. Enfin je sais plus, bon peut-être un peu plus d'ailleurs. Bref, au moment où tu signes ça, tu immobilises déjà une partie des frais de notaire. Je pense que c'était la moitié, donc moi je crois que les frais de notaire au total, j'aurais dû sortir les chiffres exacts, mais sur les 145 000, je crois que j'ai payé 8 000 € de frais de notaire, donc j'ai payé je pense 3 ou 4 000 € à ce moment-là. Donc ça aussi, il faut pouvoir l'anticiper et être prêt à les sortir, parce que ça du coup c'est de ta poche. Moi j'étais pas prête, puisque j'avais pas prévu forcément que ça se passe aussi vite, donc je me suis débrouillée et c'est arrivé, et voilà. Mais si vous avez vraiment pile poil votre rapport de côté et ou que vous êtes en train de le monter, il faut pouvoir l'anticiper. Vaut mieux que vous ayez trop de côté, voilà, que vous soyez pile poil. Donc vous faites ça et puis vous avez du coup ce délai là pour pouvoir avancer avec la banque. Donc, soit à ce moment là vous êtes déjà sûr de la banque sur laquelle vous allez partir, soit encore une fois vous communiquez avec différentes banques et vous avez ce timing là entre la promesse et la signature de l'achat pour valider un dispositif avec la banque qui vous fera confiance et avec laquelle vous aussi vous serez ok. Donc vous avez ces rendez-vous à la banque. Moi on m'a demandé globalement toute ma life. Il y a un point qui est important pour vous, au-delà de l'aspect capacité d'emprunt et aller chercher du financement, c'est de bien avoir en tête l'intégralité des frais. Au-delà du coût de l'appartement, moi un truc que j'avais pas anticipé, que j'avais mal anticipé parce que je m'étais pas renseignée, c'est vraiment le coût au global avec les frais de notaire. Moi c'est à dire que je m'étais dit 150 000 balles, mais pour moi c'était 150 000 balles genre le prix de l'appart et c'est tout ce qu'il allait avoir à payer. Bah non en fait. Donc heureusement que j'ai fait finalement cette offre plus basse, parce que ça m'a permis un peu de mou par rapport aux frais de notaire, etc. Mais j'ai dû quand même débourser bien plus avec les frais de notaire. Tu dois payer pour avoir ton prêt, je pense que je sais pas, j'ai dû payer 2 ou 3 000 € à la banque pour genre débloquer des trucs ou les assurances ou en anticipation de je sais pas quel truc ou machin, bref. L'ameublement, les charges, tous les frais d'installation électrique, bon ça c'est assez anecdotique mais bref. Donc il faut anticiper tout ça, c'est-à-dire que moi typiquement sur les 145, donc l'appartement était à 145 000, j'ai payé je pense 8 000 € de frais de notaire, 2 ou 3 000 € de frais de banque plus le reste. Je pense qu'en tout j'ai dû débourser de ma poche 15 000 €. En plus des 145 000 € qu'on m'a prêté et que du coup je dois rembourser tous les mois. Donc important de l'avoir en tête dans votre apport et dans la somme qu'il faut que vous projetiez, d'intégrer tout ça. Et vaut mieux voir trop gros que être un peu short dessus parce que ça peut faire mal. Et c'était mon cas pour le coup. Une fois que ces X mois sont passés, ou X semaines selon le deal que vous passez, et que j'ai obtenu la signature du prêt, je dois déclencher les fonds, vous accorder avec le notaire et le propriétaire actuel sur une date pour la signature de la vente, que tu transmets à ta banque pour que la banque transmette les fonds à cette date-là, et puis ensuite la signature se fait et tu es officiellement propriétaire, avec tout ce que ça implique, tout l'historique, les charges à payer, bref, à partir du jour où tu es propriétaire, ça y est, t'es parti là-dessus. Donc moi ça a été, je vous ai dit, j'ai fait l'offre avant l'été et puis j'ai signé mi-septembre.
Donc ça tombait pas très bien en termes de timing pour moi parce que mon mec allait se faire opérer quelques jours plus tard. Donc quand je vous disais que pour moi c'était un projet, mais c'est pas un projet très court terme, c'était en mode si j'ai une opportunité je le fais. Mais là l'opportunité est venue, l'appart était vraiment incroyable pour le prix, pour le prix c'est cher, mais je veux dire que j'ai plus revu d'appart aussi bien situé, aussi propre, aussi quali, qui correspondait à tous mes critères, aussi peu cher. Donc vraiment je suis contente. Mais bref, c'était une bonne opportunité que j'ai saisie et du coup j'y suis allée 2 jours plus tard. J'ai fait des grosses commandes Ikea, j'ai tout fait livrer sur place et puis je vous ai vlogué ça aussi, mais on a passé du coup le week-end avec ma mère qui m'a aussi encore une fois comme toujours aidé. Les mamans c'est précieux les gars. En l'occurrence nous nos mères sont vraiment toujours là quand on en a besoin. C'est une chance inouïe, donc elle m'a aidée, on a tout monté et on a meublé l'appartement et décoré l'appartement de A à Z en un week-end et le lendemain il était dispo sur Airbnb, sachant qu'en parallèle on a fait tout ce qui est installation électrique qui était déjà mais fallait réactiver, internet, bref, tous ces trucs là qui ont été faits. Les assurances qui sont déjà faites en parallèle. Bon, il y a quand même pas mal de petits trucs auxquels il faut penser. Et puis maintenant, j'ai envie de dire, ça y est, ça roule. Enfin, mon Airbnb tourne. On y est déjà allé de temps en temps. Nous, quand on va sur Cannes, en fait, on a de la chance parce que on a d'autres solutions d'hébergement qui me permettent de pas avoir à bloquer mon appartement à ce moment-là. Mais je sais que si j'ai envie d'y aller, j'ai cette solution-là, ce qui est aussi hyper cool. Les gens sont satisfaits de l'appartement. Moi, j'en suis aussi très satisfaite. C'est un rodage à faire sur la partie Airbnb. Sur la partie propriétaire, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas 1000 trucs, c'est-à-dire que je reçois mes appels de charge, appels de fonds tous les trimestres qui sont envoyés par mail. Je dois les régler, c'est genre 200-300 € par trimestre. Après, il y a le sujet de taxes & co qui arrivent de façon automatisée, donc mais bon, même chose, important de vous renseigner sur ces sujets-là en amont et de poser toutes ces questions-là. Important aussi de vous accompagner sur l'aspect fiscal, comptabilité, etc., sur les impôts. Vous pouvez déduire les frais notaires la première année. Enfin bon, il y a pas mal de choses à savoir et ça, j'ai pas envie de vous en parler parce que je suis clairement encore pas au point. Le mieux, comme d'habitude, c'est de vous entourer, d'aller prendre conseil auprès de spécialistes, donc de fiscalistes, de comptables, etc., pour vous aider à trouver la meilleure solution qui soit dans les règles et qui puisse le moins en pâtir sur vos finances, disons. Typiquement, si vous voulez acheter plusieurs appartements, faire un truc, vous pouvez monter une société, enfin bref, il y a plein de trucs à après avoir en tête. Je pense que j'ai couvert la majorité des points, j'espère que ça vous a aidé. Moi, sur mon objectif, disons moyen terme, j'aimerais pouvoir acheter plusieurs appartements sur le même type en me disant que la banque me fera confiance et me suivra parce que je saurai démontrer que ça tourne tout seul. C'est mon projet pour pouvoir, quand j'aurai envie, soit moins travailler et avoir des petites rentes de ces investissements immobiliers, ou un jour me dire que quand je saurai où j'ai envie de vivre, parce que j'ai bon espoir que ça arrive, j'ai le temps, j'ai 28 ans mais mon fils a déjà 4 ans donc j'espère pouvoir profiter quand même d'un logement familial avant qu'il ait 18 ans. Une maison, je sais pas, mais en même temps pour le moment j'en ai pas envie donc voilà. Mais si ça arrive dans un futur plus ou moins proche, j'ai envie de pouvoir me dire qu'au pire je vendrai ces apparts, je rembourserai le prêt, je me serais fait une petite plus-value parce que j'aurais fait des investissements smart et que je pourrais réinvestir avec ces sous dans un truc peut-être un peu plus grand, un peu mieux situé, enfin bref, tous ces trucs-là. Voilà, j'espère que donc cette vidéo vous aura intéressé, vous aura aidé si vous êtes dans vos recherches. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre en commentaire soit les questions que vous avez et les personnes qui ont déjà vécu ces choses-là pourront peut-être vous répondre et vous aider, ou vos partages d'expérience et vos conseils. Je pense que c'est vraiment précieux parce que dans ces moments-là, tu te poses 1 million de questions. Je suis sûre qu'il y a plein de sujets que j'ai pas abordés, mais voilà, dans les grandes lignes. Je vous laisse, bon courage pour vos recherches si jamais vous êtes en plein dedans et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!